je suis très honoré d'accueillir avec nous une référence en hépatogastrologie, Dr Nia Ahmed. C'est une référence très bonne en hépatogastrologie. Soyez bienvenue avec nous, notre maître. C'est un de Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier le président de la FORSCA, Dr Demir Azdin, et tous les membres du bureau de la FORSCA, ainsi que le comité organisateur, de nous avoir réunis aujourd'hui pour débattre un thème mystérieux qui est la fissure anale. Nos remerciements vont aussi au professeur Antoine Lehur, professeur Taheri, professeur Sefdin et professeur Tachouni. Je ne déclare aucun conflit d'intérêt. En guise d'introduction, la fissure anale est une pathologie fréquente et invalidante, pouvant affecter significativement la qualité de vie des patients. Il occupe une place importante à cause de sa prévalence élevée. 15% de consultations proctologiques, la deuxième place après la maladie hémorroïdaire, 20% d'interventions chirurgicales en proctologie. Il passe à la chronicité dans 40% des cas. Son diagnostic est essentiellement clinique. Sa physiopathologie est encore mal élucidée malgré de nombreuses théories qui tentent de l'éclaircir, et dont les moyens thérapeutiques qui en découlent restent composites. Avant de parler de tout ce qui est pathologique, il est primordial et essentiel de faire un rappel anatomo-physiologique de l'exonération et du besoin exonérateur. Commençons par ce dernier, ainsi l'arrivée du bol fécal au contact des mécanorécepteurs des cellules ganglionnaires rectales enclenche par voie réflexe involontaire la relaxation des fibres musculaires et lisses du sphincter anal interne. C'est le besoin exonérateur, communément appelé besoin d'aller à la selle, physiologiquement appelé réflexe recto-anal inhibiteur qu'on va vous détailler à travers des tracés de manométrie anorectale. Simultanément à la relaxation du sphincter anal interne et par voie réflexe volontaire cette fois-ci, la musculature striée du sphincter anal externe se contracte et entraîne la fermeture du sphincter anal interne. Simultanément, il s'ensuit une contraction des muscles releveurs de l'anus qui refoulent les selles de consistance normale vers le haut. Plus de selles au contact des mécanorécepteurs et disparition du besoin exonérateur. Par contre, en cas de diarrhée, le refoulement des selles vers le haut est impossible et la persistance des matières fécales au contact des mécanorécepteurs retient le besoin exonérateur. Passons maintenant à l'exonération, communément appelée poussée, qui comporte une force de poussée qui est la pression abdominale et une relaxation des deux sphincters anaux internes et externes au cours d'une poussée normale. Qu'il soit volontaire ou involontaire, à notre avis, il est volontaire par sa force abdominale et involontaire par sa relaxation sphinctérienne interne. Dans ce chapitre, nous allons revoir l'histoire de la fissure anale à travers des siècles, en se basant sur le niveau de compréhension de cette pathologie ainsi que sur les progrès réalisés dans son traitement. Ainsi, on peut distinguer deux ères, une ère pré-moderne et une ère moderne. Au cours de l'ère pré-moderne, les témoignages concernant la fissure anale restent extrêmement rares, bien qu'ils soient mentionnés dans les plus importants textes de l'ancienne médecine indienne, 6e siècle avant Jésus-Christ.
Le premier auteur à décrire la fissure anale en détail était le noble romain Aulus Cornelius Celsus, qui a vécu 25 ans avant la naissance du Christ et 50 ans après, et qui avait proposé comme traitement des bains de siège à l'eau chaude et l'application locale de substances grasses. Les écrits médicaux anciens d'Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, abordent en détail les fistules anales et les hémorroïdes, mais mentionnent rarement les fissures anales en tant qu'affection pathologique spécifique à cette époque. Cependant, des extraits de plantes étaient utilisés pour apaiser la douleur et favoriser la cicatrisation. D'autres témoignages anciens sur le traitement de la fissure anale nous sont venus des auteurs persans, comme Abou Bakr Razi, qui a vécu de l'année 854 à l'année 925 après la naissance du Christ, et Ibn Sina, qui a vécu de l'année 989 à l'an 1037 après la naissance du Christ, et qui ont proposé comme traitement le changement de style de vie, l'application locale de graisses d'animaux, d'extraits de plantes, ainsi que des manipulations manuelles. La première description anatomique détaillée de la fissure anale appartient à Louis Lemonnier, médecin français, depuis son traité de 227 pages publié en 1689. Au cours de l'ère moderne et dès le début des années 1800, la physiopathologie de la fissure anale a été largement débattue et quelques auteurs croyaient déjà à l'hypertonie sphinctérienne. En 1818, Boyer, chirurgien de Napoléon, avait proposé comme traitement chirurgical la sphinctérotomie latérale ouverte, intéressant le sphincter interne et externe. En 1829, Joseph Rocamier avait été le premier à avoir proposé la dilatation anale comme alternative à la chirurgie. Dès le début du XXIe siècle, il y a eu l'introduction du traitement médical classique pour les fissures aiguës et la sphinctérotomie pour le traitement des fissures anales chroniques. La sphinctérotomie interne associée à la fissurectomie a débuté en 1951. La fissurectomie avec anoplastie dermique a débuté en 1970. L'injection de toxines botuliques au niveau du sphincter interne a été introduite en 1993. Les cantodérivés nitrés ils ont été introduits en 1994. Et l'année 1999 a donné naissance aux inhibiteurs CAS. Au cours du XXIe siècle et dès le début des années 2000, la théorie vasculaire a émergé essentiellement au début des années 2000. Quant à la fissurectomie interne mini-invasive a été popularisée au cours du XXIe siècle grâce aux importantes études concernant la physiopathologie de la fissure anale, notamment la théorie vasculaire et l'importance de l'hypertonie sphinctérienne interne. La proctolaser est apparue au début des années 2000 dans le traitement des fistules anales et des hémorroïdes. Récemment introduite dans le traitement des fissures anales comme alternative mini-invasive avec moins de douleur, une cicatrisation meilleure et un risque réduit de complications, notamment d'incontinence anale. La fissure anale se définit comme une petite déchirure ou ulcération épithéliodérmique de la partie terminale et du canal anal de forme ovalaire ou en raquette, commissurale surtout postérieure. Il constitue une pathologie bénigne acquise et autonome. Au cours de l'évolution naturelle, la fissure anale est constituée par une lésion aiguë jeune à bord net et fin, allongée en raquette qui déborde à peine sur la marge anale par son extrémité externe et dont l'extrémité interne effilée s'insère dans le canal anal sans jamais atteindre la ligne d'équilibre. Son évolution est imprévisible, capricieuse, récidivante.
Le passage vers la chronicité est consécutif à des poussées successives entrecoupées de rémission et de transformation telles que marisque, hypertrophie papillaire et de bord fibreux. L'évolution vers la chronicité n'est pas encore consensuelle, ainsi on parle de fissure anale chronique à partir de 6-12 semaines d'évolution. La physiopathologie de la fissure anale est encore mal élucidée malgré de nombreuses techniques qui tentent de l'éclaircir, parmi lesquelles nous citons la théorie mécanique liée au passage de selles dures et volumineuses ou paradoxalement à l'évacuation brutale d'une selle liquide. Il s'ensuit un cercle vicieux qui peut engendrer, entretenir ou aggraver la fissure anale. La théorie épithéliale, la parakératose souvent rencontrée dans la fissure anale chronique, elle diminue l'élasticité de l'épithélium et le fragilise. La théorie sphinctérienne est liée à l'hypertonie de repos primitive ou secondaire à la douleur. Il intéresse essentiellement le sphincter anal interne, mais possiblement aussi le sphincter anal externe, avec présence d'ondes ultra-lentes diagnostiquées à la manométrie anorectale et qui disparaissent après sphinctérotomie interne. La théorie vasculaire selon laquelle la fissure anale serait liée à une ischémie artérielle, secondaire d'une part à une variation anatomique de l'artère rectale ou hémorroïdale inférieure, branche de l'artère honteuse interne, où l'on observe deux variantes anatomiques, le type 1 qui existe dans 80, présent dans 85% de cas, où le pôle postérieur est mal vascularisé, et le type 2 présent dans 15% des cas, où il n'y a pas de différence entre la vascularisation du pôle postérieur et le reste du canal anal distal. Le diagnostic est essentiellement clinique, est essentiellement clinique, et les symptômes sont faits de douleur, saignement, troubles mictionnels, suintement, prurite, voire même un éboulement. L'examen clinique tant redouté par les patients se base sur l'inspection, la palpation, l'écartement des plis radiés avec délicatesse à cause de la douleur, à la recherche de la fissure jeune superficielle à fond rougeâtre, bord net régulier, sans induration en cas de fissure anale jeune. Par contre, la présence d'un capuchon mariscal, de fibres blanchâtres, de bords fibreux, voire même d'un orifice fistuleux, confirme la chronicité de la fissure anale. Un toucher rectal, c'est possible, il confirme l'hypertonie sphinctérienne, permet la palpation de l'hypertrophie papillaire et la recherche de lésions sous-jacentes. Parfois, on peut avoir recours à un examen sous anesthésie locale ou générale, voire même un examen en deux temps à cause de la douleur. La nuscopie est souvent non réalisable, mais qui peut être pratiquée sous anesthésie locale pour éliminer tout ce qui risque de poser un problème de diagnostic différentiel, à savoir la thrombose hémorroïdaire, l'abcès ou recti. Généralement, on aura rarement recours à des examens complémentaires, mais en cas de doute ou d'atypie diagnostique, pensez à une colonoscopie afin d'éliminer les cancers colorectaux et limitines. Pensez à réaliser des sérologies virales pour éliminer tout ce qui est herpès, VIH. Pensez aux causes bactériennes type chlamydie, syphilis ou tuberculose, sans oublier les causes médicamenteuses, le prolapsus hémorroïdaire grade 3 et la sténose anale. Avant d'envisager les modalités thérapeutiques, il est intéressant de différencier la fissure aiguë et jeune de la fissure chronique compliquée. En cas de fissure aiguë jeune, le but du traitement médical classique
et de soulager la douleur, ce qui permettra la levée de l'hypertonie, par là même favoriser la revascularisation locale, ce qui permettra la cicatrisation. En parallèle, il faudra avoir une selle de consistance molle pour une évacuation facile. Pour cela, nous aurons besoin de l'association d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, méfiez-vous des contre-indications, d'un antalgique type paracétamol avec ou sans dérivés morphiniques et un mieux relaxant, d'un régime riche en fibres et en eau et d'un laxatif doux type osmotique, mucilage ou lubrifiant. Ce traitement médical bien conduit permettra la cicatrisation de près de 50% des cas. Au cas contraire, le traitement médical spécifique a comme objectif de diminuer de façon réversible l'hypertonie sphinctérienne. Pour cela, nous disposons de dérivés nitrés, le trinitral de glycéryle dosé à 0,4% en 2 applications par jour pendant 6 à 8 semaines. Il a montré son efficacité sur le contrôle de la douleur et de la cicatrisation, mais son utilisation est limitée à cause de ses effets secondaires. Quant aux inhibiteurs calciques, le diltiazem et la nifedipine, dosés à 2%, en application locale à raison de 2 applications par jour pendant 6 à 8 semaines, ils sont mieux tolérés et ils agissent mieux en topique qu'en péros. Ils sont aussi efficaces qu'aux dérivés nitrés, mais avec moins d'effets secondaires. Ils agissent en bloquant les canaux calciques, en empêchant ainsi l'entrée intracellulaire du calcium. La quinine urée en injection sous-fissuraire sclérosante, longtemps utilisée, est actuellement abandonnée à cause de ses complications à type de douleur et d'abcès. La toxine botulique, neurotoxine qui permet l'inhibition de la recapture présynaptique de l'acétylcholine, il agit en diminuant l'hypertonie sphinctérienne de manière réversible, mais son utilisation est limitée à cause de ses effets, de ses complications, notamment l'incontinence anale, pas d'AMM en France, coût élevé et disponibilité difficile. Ce traitement médical spécifique bien conduit, lorsque les douleurs persistent malgré ce traitement médical spécifique bien conduit, nous aurons besoin de la chirurgie, ainsi de modalités chirurgicales, la sphinctérotomie latérale interne et la fissurectomie. Commençons par la sphinctérotomie latérale interne, méthode la plus étudiée à travers le monde, technique de référence à cause des excellents résultats de cicatrisation rapportés dans des séries anglo-saxonnes. Plusieurs variétés existent, parmi lesquelles la plus utilisée est celle pratiquée sur le segment latéral gauche. Il peut être ouvert ou fermé. C'est une technique très controversée en France à cause de ses complications, notamment d'incontinence anale. De ce fait, la section du sphincter doit être contrôlée en hauteur et en épaisseur. Ainsi est née la sphinctérotomie latérale interne contrôlée afin de minimiser le risque d'incontinence anale. Quant à la fissurectomie, il peut être simple en portant la fissure et ses annexes, permettant ainsi une analyse histologique, ou associée à une sphinctérotomie postérieure avec recouvrement par recouvrement à l'aide d'une anoplastie cutanée. Il peut être combiné à une anoplastie qui peut être muqueuse pour l'école française ou cutanée pour l'école américaine, où la fissurectomie seule fait moins bien que la sphinctérotomie latérale interne. Son association avec l'injection de toxines botuliques ou aux dérivés nitrés semble améliorer les résultats de cette chirurgie dans des séries non randomisées.
Parfois, on peut avoir recours à ajouter une hémorroïdectomie en cas d'hémorroïde adjacente, en portant l'hémorroïde et la fissure. En effet, une fissure peut être engendrée ou aggravée par une procidence hémorroïdaire. La dilatation anale non contrôlée manuelle ou avec écarteur est actuellement abandonnée, mais d'autres techniques reprenant le même principe mais de façon codifiée et standardisée, telles le ballon pneumatique et la sphinctérolyse au doigt, semblent donner moins d'incontinence anale. Après tout ce qui a été dit et rapporté dans la littérature, peut-on vraiment parler de réalité absolue? À notre avis, la fissure anale n'a pas encore livré tous ses secrets concernant son mécanisme physiopathologique. Et nous pensons que la dyskinésie anorectale reste le mécanisme physiopathologique primordial de la fissure anale. Cette dyskinésie anorectale se définit comme un trouble de la défécation caractérisé par des difficultés d'évacuer les selles malgré des efforts de poussée accrus. Cette difficulté d'exonération, aussi appelée constipation terminale ou distale par opposition à la constipation de transit, secondaire à un trouble de la progression colique, ce dysfonctionnement est sous-diagnostiqué. Il est important de rappeler que 15 à 20% de la population générale souffre de constipation chronique, dont les 2 tiers sont des constipés de transit et le tiers sont des constipés d'évacuation. Cette altération liée à une incoordination entre les muscles du plancher pelvien et le sphincter anal interne. Ainsi, au cours d'une poussée normale, qu'on nommera réflexe recto-anal évacuateur, au cours duquel le sphincter anal interne se relâche involontairement pour permettre une évacuation facile et efficace. Par contre, au cours d'une poussée normale, appelée aussi dyskésie, qu'on nommera réflexe recto-anal évacuateur inverse, le sphincter anal interne se contracte involontairement. Cette poussée paradoxale crée un obstacle fonctionnel qui rend l'évacuation de la selle difficile malgré des efforts de poussée accrus. Le diagnostic de ce réflexe recto-anal évacuateur inverse repose sur la manométrie anorectale qui permet d'une part son diagnostic, son évaluation et d'autre part son traitement par ce qu'on appelle la manométrie rééducation médicale par biofédérale. Par ailleurs, il est important de signaler ou d'appeler que jusqu'à ce jour, seuls 2 réflexes rectaux ont été rapportés dans la littérature. Nous vous exposons aujourd'hui la découverte de 2 nouveaux réflexes rectaux qui sont le réflexe recto-anal évacuateur et le réflexe recto-anal évacuateur inverse qu'on va vous détailler à travers des tracés illustratifs de manométrie anorectale. Il est aussi important de souligner la naissance d'un nouveau mécanisme physiopathologique qui est la dyskésie, qui se définit comme une poussée contre un obstacle fonctionnel, synonyme du réflexe recto-anal évacuateur inverse, à l'origine d'une fissure anale, créatrice d'une hypertonie sphinctérienne interne, secondaire et transitoire. En se basant sur ce nouveau mécanisme physiopathologique de la fissure anale, on vous propose une conduite thérapeutique curative et pratique. Ainsi, au cours d'une fissure anale, la manométrie anorectale représente l'outil diagnostique pertinent pour rechercher une dyskinésie anorectale. Créatrice d'une fissure anale,
qui nécessite un traitement médical classique associé ou non à une fissurectomie, parallèlement à une manométrie rééducation médicale par biofeedback qui constituera le nouveau concept du traitement étiologique de cette fissure anale fonctionnelle secondaire à la dyskinésie anorectale. Toujours dans l'optique de nouveauté et en se basant encore sur ce nouveau mécanisme physiopathologique de la fissure anale, on vous propose une stratégie thérapeutique préventive avant même l'apparition de cette fissure anale fonctionnelle. Ainsi, au cours d'une constipation d'évacuation, pensez à une manométrie anorectale qui constitue l'outil pertinent pour rechercher un réflexe recto-anal évacuateur inverse, synonyme d'une dyskinésie ou poussée contre un obstacle. En traitant cette dyskinésie par rééducation médicale par biofeedback, on rétablira le réflexe recto-anal évacuateur, ce qui permettra d'arrêter l'évolution vers une fissure anale. On se base d'une étude prospective monocentrique sur l'apport de la manométrie rééducation médicale par biofeedback dans le traitement de la fissure anale fonctionnelle, démarré en janvier 2022 et qui est toujours en cours. On vous a donc concocté 8 cas cliniques démonstratifs pour illustrer tous ces nouveaux concepts. Patient de 37 ans qui a comme antécédent une constipation chronique, ayant bénéficié en 2014 d'une sphinctérotomie latérale gauche avec fissurectomie sans anoplastie, reprise en 2022 pour fissurectomie associée à une fistulectomie. Nous l'avons reçu 6 mois après pour récidive de sa fissure anale. Voilà sa manométrie anorectale. Avant de parler de tout ce qui est pathologique, il est essentiel de rappeler quelques données et éléments de manométrie anorectale, et quelques éléments physiologiques. Voilà, la manométrie anorectale est constituée par un graphique fait de 3 tracés. Le rouge, c'est la pression rectale. Le bleu, c'est le sphincter anal interne. Le vert, c'est le sphincter anal externe. Ainsi, comme rappelé dans le rappel physiologique, l'arrivée du bol fécal au contact des mécanorécepteurs déclenche la contraction du canal anal distal. C'est proximal. La contraction du canal anal proximal en réponse à l'arrivée du bol fécal au niveau du canal anal distal. C'est ce qu'on appelle le réflexe recto-rectal. Simultanément, il y a la relaxation réflexe involontaire du sphincter anal interne, c'est le réflexe recto-anal inhibiteur. Pourquoi inhibiteur? Parce que cette relaxation inhibe la fonction normale du sphincter anal interne qui est un organe de la continence involontaire. Donc c'est pour cette raison, ce réflexe, il inhibe sa contraction continue. La continence rectale essentielle revient au sphincter anal interne. C'est la continence anale involontaire. Quant au sphincter externe, c'est la continence anale volontaire. Et ce déclic-là, c'est une contraction volontaire du sphincter anal externe qui referme le sphincter anal interne, ainsi il refoule, qui déclenche la contraction des muscles releveurs de l'anus, qui refoule les selles de consistance normale vers le haut, disparition du besoin exonérateur. Par contre, en cas de diarrhée, la contraction de l'externe, malgré la fermeture au début de l'interne, tant que les selles restent au contact des mécanorécepteurs, le sphincter anal interne reste ouvert et ce qui cause le retrait
retient du besoin exonérateur. Là, c'est la contraction normale. Voilà. Nous arrivons aux pathologiques maintenant. Voilà ce qu'on nomme réflexe recto-anal évacuateur inverse. Là, vous avez devant vous 3 poussées anormales. Là, c'est la contraction en rouge, c'est la pression abdominale pour permettre l'évacuation, mais d'une manière involontaire, le réflexe anal interne se contracte et l'externe, il le suit, malgré le fait qu'il soit volontaire, il suit la contraction de l'involontaire, ainsi et créer une poussée contre un obstacle fonctionnel qui empêche l'évacuation de la selle. Ce qui confirme là le procédé de la manométrie rectale, il est constitué par une sonde, 3 capteurs de pression, l'un est rectal sous forme de ballonnet, le deuxième en regard de l'interne et le troisième en regard de l'externe. Là, en fin de l'examen, on remplit le ballonnet intra-rectal d'air, mimant l'arrivée d'un bol fécal, et on demande au patient de pousser. Quand il pousse, voilà, c'est une contraction au lieu d'une relaxation qui empêche l'évacuation. Là, c'est l'absence d'évacuation du ballonnet intra-rectal. La rééducation médicale par biofeedback. Voilà, devant vous, 2 poussées anormales, après séance de rééducation. Voilà le rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur. Au lieu d'un réflexe recto-anal évacuateur inverse, là, c'est un réflexe, c'est le rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur. Là, c'est la force de la poussée abdominale et la relaxation du réflexe interne, la relaxation involontaire du réflexe du sphincter anal interne permettant une évacuation facile et aisée. Voilà, donc 3 poussées normales. Cas clinique numéro 2, une jeune de 33 ans ayant commencé dans une constipation chronique avec difficulté d'exonération, compliquée d'une fissure anale postérieure récidivante, sphinctérotomie latérale gauche avec fissurectomie et anoplastie muqueuse, récidive de la fissure anale après 3 mois après. Pardon, pour le premier cas, nous avons un follow-up de 30 mois. Voilà la manométrie anorectale de ce deuxième patient. Regardez toujours. Heureusement que nos chirurgiens sont bien avisés et la sphinctérotomie latérale est bien dosée. Sinon, si au cas où la lésion du sphincter anal interne va provoquer une hypotonie sphinctérienne, là c'est le niveau 0, là c'est le 100 cm d'eau. Là, toujours la persistance de l'hypertonie sphinctérienne avec des ondes ultra longues. Là, c'est le réflexe recto-anal évacuateur inverse. Voilà, le tonus, contraction. Voilà, le réflexe recto-anal évacuateur inverse. C'est une faible force de poussée. Regardez la force là, elle est minime. Parce que le patient, il craint de pousser à cause de la douleur du ce fait. Il diminue sa force de pousser et la contraction est toujours la même du sphincter anal interne suivi de la contraction du sphincter anal externe. Évacuation inefficace. Absence de l'évacuation du ballonnet intrarectal, rééducation médicale par biofeedback. Voilà le début du rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur. Pour cette patiente, nous avons un follow-up de 24 mois. Cas clinique numéro 3, patiente de 23 ans, ayant commencé dans une constipation chronique avec des difficultés d'exonération, proctalgie, rectorragie, fissure anale postérieure, qui a bénéficié d'une fissurectomie avec hémorroïdectomie, récidive de la fissure 4 mois après. Voilà, ça m'a
regardez l'hypertonie, la persistance de l'hypertonie sphinctérienne avec des ondes ultra lentes, synonyme de microcontraction sur un fond de contraction. Toujours la contraction, voilà la poussée, absence d'évacuation du ballonnet pour cette patiente, follow-up de 24 mois. Rétablissement complet du réflexe recto-anal évacuateur. Cas clinique numéro 4, patient de 59 ans ayant pour antécédent des proctalgies intenses avec difficulté d'exonération, prolapsus hémorroïdaire et fissure anale postérieure, sphinctérotomie latérale gauche avec hémorroïdectomie et fissurectomie sans anoplastie, repris 1 mois après pour une dilatation, reçu 2 mois après pour une persistance de la douleur et de la fissure anale. La rééducation médicale par biofeedback, c'est toujours la persistance de l'hypertonie sphinctérienne interne. Regardez, c'est une courbe sinusoïdale, donc là, il y a le maximum, le pic de l'hypertonie, et puis une petite relaxation transitoire avec des micro-ondes, avec des ondes ultra. Rééducation médicale par biofeedback, voilà le réflexe recto-anal évacuateur inverse. Début du rétablissement du réflexe rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur. Donc, relaxation complète avec évacuation facile et aisée avec un follow-up de 18 mois. Cas clinique numéro 5, une jeune de 31 ans ayant comme antécédent une constipation chronique avec difficulté d'exonération, fissure anale postérieure, ayant bénéficié d'une sphinctérotomie latérale gauche avec fissurectomie sans anoplastie, récidive de la fissure anale 3 mois après. Voilà, c'est un manométrie anorectale. Toujours le réflexe recto-anal évacuateur inverse présent, rééducation, rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur avec un follow-up de 18 mois. Jeune de 54 ans, ayant comme antécédent une constipation chronique avec difficulté d'exonération, fissure anale postérieure, sphinctérolyse, le nouveau procédé avec lasérisation de la fissure, récidive de la fissure anale 4 mois après. Voilà, sa manométrie, toujours l'hypertonie sphinctérienne avec des ondes ultra lentes. Toujours nos chirurgiens sont heureusement bien avisés, pas d'hypotonie sphinctérienne. Réflexe recto-anal évacuateur inverse positif, absence d'évacuation du ballonnet intrarectal, la rééducation, voilà, le rétablissement complet du réflexe recto-anal évacuateur poussé, efficace et aisé. Jeune de 30 ans, constipation chronique avec difficulté d'exonération, fissure anale aiguë, non infectée, sans antécédents chirurgicaux, mise sous traitement médical classique. En parallèle, voilà sa manométrie. Réflexe recto-anal évacuateur inverse positif, rééducation médicale par biofeedback, rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur poussé, aisé et efficace. Follow-up de 12 mois. Cas clinique numéro 8, un enfant de 11 ans ayant comme antécédent des douleurs abdominales diffuses avec ballonnement, constipation chronique, encoprésie et rectorragie épisodique. À l'examen clinique, fissure anale jeune postérieure, mise sous traitement médical classique, en parallèle une manométrie anorectale. Voilà le réflexe recto-anal évacuateur inverse positif, rééducation médicale par biofeedback, rétablissement du réflexe recto-anal évacuateur. Et ainsi une évacuation aisée et efficace. Après ce procédé, après cette conduite, après tous ces cas cliniques démonstratifs, nous tirons la conclusion suivante. La manométrie rééducation médicale par biofeedback
constitue le nouveau concept du traitement étiologique de la fissure anale fonctionnelle. Des études comparatives, prospectives, randomisées, multicentriques sont nécessaires afin de mieux situer sa place dans le traitement, dans l'arsenal du traitement de la fissure anale. C'est premier. Ainsi, devant une fissure anale, qui est synonyme d'une dyschisie, pensez fissure, je parle de la fissure anale fonctionnelle. Pensez à une dyschisie dont le diagnostic repose sur la manométrie anorectale et dont la prise en charge est spécifique. Dans le cadre d'une fissure jeune, aiguë, non infectée, on vous propose un traitement médical classique associé en parallèle d'une rééducation médicale par biofeedback. La prise en charge d'une fissure jeune infectée repose sur le traitement médical classique combiné à une fissurectomie en parallèle d'une rééducation médicale par biofeedback pour éviter la récidive. La même conduite thérapeutique pour la fissure anale chronique. Et bien que la fissure anale fonctionnelle est liée à la dyschisie, pensez toujours à la colonoscopie de dépistage pour éliminer toute cause organique. En cas de complications post-opératoires, notamment d'incontinence anale, une échographie anale est conseillée. Enfin, un message de prévention devant toute constipation chronique. Pensez à la constipation et d'évacuation qui est synonyme d'une dyschisie anorectale. En la traitant, on va éviter l'évolution vers une fissure anale avant même son installation. Je vous remercie. Merci beaucoup.